Bon ok, aujourd'hui de retour à Champigny chez Eric Doron dans sa concession Paris-Est Moto pour essayer la version GT. Ça me fait vraiment très plaisir de dire GT en parlant d'une moto parce que c'est des carrosseries que j'adore, c'est des machines qui tendent à disparaître et le fait qu'un constructeur en propose une dans une époque où on est plutôt à faire des trails et des scooters, c'est vraiment bienvenu. C'est la GSX-S 1000 GT, donc la déclinaison, je l'ai dit, routière du Roadster qu'on voit derrière. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Mécaniquement, rien. C'est la même chose. On a toujours 152 chevaux à 11 000 tours minute. Une valeur très haut perchée puisqu'on le rappelle, c'est le bloc de la GSX-R 1000 de 2005-2006, donc c'est le bloc K5, donc 4 cylindres en ligne, ça j'apprends rien. Le couple est dispo à 9250 tours minute, ce qui est assez haut perché. Pour une comparaison, la Ninja 1000 SX chez Kawasaki a la puissance dispo à 10 000 tours minute, donc 1000 tours de moins, et le couple dispo à 8000 tours seulement, donc là on est encore en dessous. Et c'est pas mal. Elle coûte 14 800 €. Je dis ça pour finir le comparatif avec la Kawasaki qui, elle, est aussi à 14 800 € dans ces deux coloris les plus chers. Sinon, elle est à 14 600. Mais bon, on se bat dans la même catégorie. Le poids, c'est 226 kg, soit 12 kg de plus que le Roadster. C'est le poids du plastique et du TFT. Sinon, tout le reste, c'est pareil. On a toujours une boîte 6 avec un shifter à la montée, à la descente de série. À l'avant, on a une fourche inversée réglable sur les deux tubes, mais pas pilotée. Donc, il ne faut pas chercher de mode. Un passager, deux passagers, road, cruise, confort, sport, tout ce que tu veux, il n'y aura pas. Bah, si, avec ton petit tournevis, quoi. Après chaque sortie, tu peux régler sur les tubes. Et à l'avant, on a deux disques de 310 mm, toujours pincés par les étriers radio Brembo. 4 pistons à l'arrière. Il fait 220 mm, si je me trompe pas. Et si je me trompe, je le dis tout de suite. L'étrier, c'est un Nissin simple piston. Et le réservoir fait 19 litres comme sur le Roadster. On aurait pu s'attendre à un truc un petit peu plus galbé, un petit peu plus important en volume, peut-être 21-22 litres. Mais ici, il faudra se contenter de 19 litres, ce qui est déjà très bien par les temps qui courent. À l'arrière, on a fait un peu de recyclage. On n'a pas le feu du Roadster, on a le feu du V-Strom. Deux petites poignées de maintien passager. On n'aura pas de sangle à l'avant de la selle, comme c'est assez courant maintenant. Et je préfère de loin avoir deux poignées qu'une petite sangle devant à laquelle on s'accroche jamais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah bien sûr. Et il y a des petits détails sympas sur cette moto. Il y a des sortes de petites winglets ici, ici. Et à l'avant, on a deux lenticulaires. Donc ça, c'est le feu de croisement. Ici, c'est le feu de route. Et là, c'est le feu de jour. Est-ce que tu peux nous montrer ça, Jamy? Mais bien sûr, voilà ce que je disais, une petite signature. J'ai peut-être un doute sur la hauteur des phares. Je les trouve vraiment très bas. Faut voir comment ça éclaire, c'est pas aujourd'hui avec ce beau temps que ça risque d'arriver. Pour finir avec le design, et après promis on va rouler. On a dit oui, ça ressemble à une Kawa et ça ressemble à une Yamaha et machin. En fait, c'est une moto qui est tout à fait dans l'air du temps. C'est tout. Elle serait orange, ça serait une KTM. Elle serait verte, ça serait une Kawa. Et elle serait grise avec des jantes jaunes, ça serait une Yamaha, bien sûr. Attends, comment ça, je commence à dire du mal de ma marque préférée, ça va pas. Et la grosse nouveauté, c'est le TFT, voilà. Diavel à fond la caisse. On y va, sac de sable? Ah là là, il envoie des textos, punaise, c'est jeune, c'est fou, ça a toujours accroché à leur téléphone. Bon, ça me laisse le temps de détailler un peu le TFT. On a une application qui s'appelle Suzuki MySpin, qui est gratuite et qui permet de programmer son itinéraire sur son téléphone pour l'avoir en rappel sur l'écran. Tout est gratuit. On n'est pas chez d'autres marques où on va te faire payer le petit pack en plus, le machin. TFT de base, GPS de base et un nouveau commodo à gauche avec de quoi se balader dans les menus ici, le régulateur de vitesse qu'on va mettre et à droite un commodo qui tranche vraiment par sa simplicité. Oh punaise, il faut prévenir quand tu montes. Ah ouais, non mais t'as accroché la corne, ouais. Ah non mais c'est pas possible qu'on aille chercher une échelle, s'il vous plaît. Ah oui, parce que t'es plus souple du côté droit, toi. Bah de toute façon, je le verrai, C'est bon? Ah, nickel. Donc à droite, je le disais, on a le coupe-circuit, les warnings, qui est un bouton coulissant, et le bouton pour enclencher le régulateur de vitesse, justement. Donc le régulateur de vitesse se manipule en gros entre deux commodos. À droite pour l'enclencher, à gauche pour le régler et pour le... Bah d'ailleurs je l'ai mis. Hop, on va l'enlever.
Ça fait très longtemps que j'ai pas roulé avec un passager, c'est bizarre. Le but ici, c'est pas de refaire un speech, une découverte de la GSX-S 1000 GT ou Roadster. C'est vraiment un complément de la vidéo de la GSX-S 1000. Elle s'appelle GSX-S 1000 tout court, ouais, hein, que j'ai déjà traité dans 3 vidéos. Donc je pense que j'ai été plutôt complet sur le sujet. Ici, c'est juger du confort du conducteur et du passager, de la protection apportée par la bulle qui n'est pas réglable et de son comportement routier en général. Ça va derrière? Mais t'es vachement haut. T'es vachement haut. Attends, mais tu vois au-dessus de mon casque, non? Punaise. Donc là, avant que ça gueule en commentaire, j'ai mis le mode A. Donc le mode le plus réactif. Il y a A, B et C. C étant le mode pluie. J'ai mis le traction control off et le quick shift est activé, je l'ai dit, il est à la montée et à la descente. Donc sur ce compteur, on retrouve une jauge à essence, un compte-tour qui est absolument énorme, un compteur évidemment, un indicateur de rapport engagé, tiens-toi derrière, la température du moteur, l'autonomie, la conso instantanée, plein de choses comme ça, et on verra un petit peu plus tard quand je serai pas en train de risquer ma vie sur cette insertion. Et alors ce qui est bien, c'est que j'ai mon sac à dos donc dans le dos, et pourtant je ne sens absolument pas mon passager contre moi, je le porte pas en sac à dos justement, donc c'est bien. Lui est sur sa selle qui est complètement séparée comme ça se fait de plus en plus maintenant, et je ne le porte pas sur les épaules, il n'est pas penché sur moi, il a ses 2 petites poignées dans son dos, et donc c'est très très bien, et la machine est très capable en termes mécaniques évidemment, hein, 152 chevaux, c'est confortable. Et par contre, j'ai des petites vibrations dans l'entrejambe, vraiment des toutes petites vibrations, c'est presque comme un fourmillement. La position est géniale. Je suis mais plus léger qu'une plume sur les contrôles, sur les 2 poignées. J'ai presque l'impression de conduire sans les mains. C'est hallucinant de légèreté en fait. Les bras sont assez écartés, hein, plus écartés que mes épaules. Et ça donne un contrôle très très léger. J'ai pas l'impression de diriger avec les mains, c'est étonnant, je le remarque, mais vraiment de façon très très spontanée. Et alors j'avais dans l'idée de rester un rapport en dessous pour voir ce qu'elle avait comme couple. Donc là on est à 5000 tours à 116 km/h, on est en 6e, et si je tourne, il y a toujours ce trou et ça se réveille à nouveau à 6500 tours. Mais c'est moins gênant que sur le Roadster, parce que là on n'est pas ici pour la performance en fait, on n'est pas là pour viser l'instantanéité, la reprise immédiate pour se dégager, on est juste là pour changer tranquillement de rythme, passer d'un rythme à 110 à un rythme autoroutier, donc c'est pas gênant. Il y a un bruit absolument infernal, je sais pas si... Non, j'arrive pas à me couper du vent là, c'est dingue, ça me tape droit sur la visière. Je sais pas du tout ce qu'on entend, donc je force un peu sur la voix. C'est pas très agréable. Je pense qu'on l'entend, hein. C'est bourré de turbulences. Pour rappel, je fais 1m73, j'ai des jambes d'une taille normale et un buste d'une taille normale. Et je suis pile dans le flot, hein. Si on tire une ligne depuis le haut de la bulle, on arrive pile au milieu de ma visière et c'est très désagréable. La position est bonne, la protection aurait peut-être mérité une 2e courbure sur la bulle, histoire de faire sauter ça au moins tout en haut du casque. Là vraiment j'ai l'impression que c'est, punaise, une tempête force 9 qu'on affronte. Autant la moto traverse le flux d'air avec une facilité étonnante, grâce au carénage, grâce à sa forme effilée, autant le casque du pilote est soumis à des turbulences infernales. Ma tête est pas secouée, mon buste subit pas de contraintes, mais par contre le bruit, punaise, c'est pas le jour où oublier ces boules là. Wouh. Et aujourd'hui il n'y a pas énormément de vent, hein, les arbres bougent pas des masses, donc c'est vraiment l'air dans lequel je me déplace qui est bien chahuté par cette forme de la bulle. Et sinon jusque là très bien, la selle est beaucoup plus confortable que sur le Roadster. Ah, mais j'ai la manie du zigzag là aujourd'hui, c'est pas possible. Interfile quand tu nous tiens. Donc la selle plus agréable, plus confortable d'accueil et de maintien. Et contrairement au Roadster, elle ne glisse pas.
Là j'ai juste l'impression que elle est en velcro et que moi je me suis velcroté dessus. C'est très difficile de bouger. Oui, le velcroter c'est un verbe du premier groupe, hein, facile. Je velcrote, tu velcrotes, nous velcrotons, il velcrote, etc., etc. Je suis étonné du repos que procure la position de conduite. Vraiment léger sur les commandes, le dos légèrement incliné en avant, et à emmener même le fait que le passager soit haut perché à l'arrière n'entraîne pas de bascule exagérée sur le changement de cap. Comme ça on sent pas un poids haut perché justement. La répartition des masses reste très très bonne malgré tout. Ça repart tranquille. Quand on met pas poignée dans l'angle, les performances, la reprise, le couple sont vraiment à la hauteur de ce qu'on demande en rapport à la poignée, à ce qu'on tourne de la poignée. Par contre, poignée dans l'angle, il se produit exactement la même chose qu'à mi-poignée, et là c'est peut-être un petit peu décevant. Elle se guide facilement, c'est dingue. C'est dingue, il y a un très bon toucher de route. On a deux jantes de 17 et à l'arrière je crois qu'il fait 190. Mais on a une bonne remontée d'informations et le confort des suspensions est très très bon également. Le produit est bien travaillé. Je ne sais pas à quel point ça a été modifié par rapport au Roadster. Merci. Mais s'il y a eu du boulot, ça se sent en tout cas. S'il n'y a pas eu de travail de la part des ingénieurs pour la rendre plus GT que la version de base, bah ils ont eu de la chance. Vraiment sympa, j'ai l'impression presque d'être tout seul quoi, c'est top. Et oui, sur l'écran, je le rappelle aussi, on a une horloge. Alors on va circuler dans les infos, vitesse moyenne, un rappel, je sais pas, c'est le temps passé, un totaliseur. La moto est rodée, je le précise. Un grand merci à Alexandre, le commercial de chez Pariest, d'avoir fait ce travail un peu en accéléré pour que je puisse en profiter aujourd'hui avant tout le monde. Il y a un voltmètre, une température de l'air et une autonomie restante. Donc là, rythme stabilisé à 100 km/h en 6e, on est à 5 litres de conso instantané. Et avec un peu moins de la moitié du plein, il me reste 100 km d'autonomie. On le rappelle, pour une contenance de 19 litres. Bon feeling sur le frein arrière, en douceur, sans écraser la moto, mais il y a un bon freinage, ouais. Et ici, sur une courbe un peu prolongée, ça dit quoi? Ça dit surtout que comme il y a moins de vitesse, il y a moins de vent et que ça repose pas mal. Mais c'est bien, ça se guide tranquille d'un petit regard. Allez, en 5, on attend que ça monte. Ouais, c'est vraiment passé 7000 tours que là on a un truc, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche. Et c'est là qu'on reconnaît l'ADN, même si j'aime pas cette expression, mais on voit qu'il y a une ancienne sportive qui se cache là-dessous. Là on va cruiser tranquille jusqu'à la prochaine sortie et je vais changer de place pour passer en sac de sable. Oh pardon. Oh, j'arrive pas à ouvrir ma visière. Pourtant on est qu'à 120. Ouais, désolé pour la petite accélération. Hop. Ah bah oui, t'as raison, oui, vas-y, c'est plus pratique. Attention. Oh là là, mais c'est pas possible. Je vais jeter la jambe là, tu vas voir, je vais te faire une montée acrobatique. Wouh. Oh putain. Allez, d'accord, ok, attends. Bouge pas, hein. C'est bon, je suis dessus. Allez, vas-y, chauffeur. À la maison, Firmin. Oh putain, attends, mais il n'y a pas beaucoup de place, hein. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai pas les grosses fesses, mais pas énormément de place, hein. C'est l'inconvénient de plus avoir de selle monobloc. Tu peux plus t'asseoir vraiment où tu veux. T'as un pouf et puis point. Tu t'assois là et si t'es pas content, tu descends, quoi. Et c'est vrai qu'on est très très haut, hein. Je suis à moitié au-dessus de ton casque. Oh, vas-y, tout en appui. Allez, à fond. Les poignets sont de bonne taille. Ça change d'être en passager, hein. Hyper stressé parce que j'ai eu le permis A2 la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'es en A2, toi, hein, c'est ça, hein. Et je comprends pourquoi t'avais peur de tomber, hein. Il n'y a rien derrière. Il n'y a absolument rien. Moi, j'ai un petit bout de fesses dehors, quoi. Au-dessus du vide en porte-à-faux.
Oh là là, attends. Attends, je vais te tenir avec les genoux, hein. Oh là, mais c'est... Ouah. C'est un vrai siège à bascule, la selle passager. Voilà, mon frère a décidé qu'il n'avait pas le temps et qu'il fallait aller vite. Donc en passager, on est à peu près comme ça, quoi. Voilà, pas trop plié, hop, hop. Voilà, pour donner une idée, c'est pas mal, hein. On est bien emboîté dans le... Enfin, emboîté, ouais, bref. On fait bien corps avec la machine et le pilote. Mais par contre, faut être prévenu quand il y a des accélérations parce que sinon, c'est la chute assurée, quoi. Bon bah voilà, on peut en rester là pour cette GSX S1000 GT qui est pour moi tout à fait au niveau de la concurrente toute désignée, hein, puisqu'elle se ressemble autant esthétiquement que mécaniquement, la Ninja 1000 SX. Et franchement, elle fait bien le job. Et l'arrivée du TFT, même s'il peut sembler un peu dépouillé avec son fond blanc, est vraiment bienvenue. Faut juste espérer qu'il descende vite maintenant sur le reste de la gamme. Et pour 14 800 €, vraiment, on a quelque chose de sérieux. Peut-être même un petit peu meilleur qu'une Suzuki auquel on est habitué, toujours un petit peu cheap par certains aspects. Je trouve que c'est vraiment difficile de trouver des défauts, sauf évidemment gros défaut, mais ça c'est pas une finition ou quoi, c'est la forme de la bulle. Trop aplatie, trop simple, et je l'avais dit, une deuxième courbure serait vraiment la bienvenue parce que là, même en passager, je sais que c'est un peu dur de protéger aussi le passager, mais même en passager, j'ai ces turbulences désagréables. Voilà, et ben on connaît la chanson, hein, jeudi prochain, 8h30. Et merci à mon frère de m'avoir servi de passager, c'est très utile, on peut pas le faire très souvent à mon grand regret. Et aussi du coup de piloter pour que je passe en selle passager. Il verra ce remerciement uniquement quand il regardera la vidéo, puisqu'on n'est pas connecté d'une façon ou d'une autre. Sauf par la pensée évidemment, puisqu'on est jumeaux et télépathes. Ça va de soi, je n'ai même pas besoin de le rappeler.